mythes et complots avec Christian Page. Christian Page est avec nous. Christian, bonjour. Salut Benoît. Toi, as-tu une opinion sur l'éjaculation? Oh. On va parler d'autre chose. Une très haute opinion. Qu'est-ce qui arrive? Mais tu sais, arrivé juste après un sujet comme l'éjaculation, ouais, là, faut que tu mettes tes culottes. Tu sais, mais je me suis dit, tiens, on se permet beaucoup quand même avant que j'arrive en onde de même. T'as avantage à ce que ça lève, hein? Bon, ben, voilà, c'est fait. Qu'est-ce qui arrive? Tu fais plus de conférences? Ben, en fait, actuellement, je suis beaucoup trop occupé sur toutes sortes de choses. Fait que j'ai dû mettre les conférences un peu en veilleuse, mais éventuellement, je devrais reprendre très bientôt. T'es occupé à faire quoi? Ben, je travaille sur une série pour INI et Canal D qui s'appelle, en français, c'est Jeux mortels. En anglais, c'est Killer Kids. OK, donc, les dollars pleuvent, là. Tu sais, ouais, les séries, une après l'autre. J'espère, en tout cas. J'espère que les producteurs prennent bien soin de toi. Sinon, moi, je vais aller les voir. On parle-tu d'éjaculation? Non. Parlons des extraterrestres. Ah oui, bon, écoute, cette semaine, on avait une actualité excessivement riche. J'ai dû me battre pour sélectionner des histoires. Écoute, commençons avec nos ancêtres, les extraterrestres. C'est comme ça que j'ai intitulé ma première petite nouvelle. En fait, tout ça commence le 29 décembre dernier, donc il y a 2 semaines à peu près. Il y a une météorite qui est tombée dans un champ près du village de Polonnaruwa. Polonnaruwa. Je me demande pourquoi je trouve des noms comme ça. Ça, c'est au centre du Sri Lanka. Oui. Et la roche, en fait, le météorite, c'est une roche qui est à peine plus grosse qu'une balle de golf et elle a été récupérée là, lorsque la météorite est tombée au sol. Elle fumait encore. Des villageois ont récupéré l'objet. Une dame qui a pris la pierre disait que la pierre était brûlante. Elle a même défailli sur place. Elle a perdu connaissance. Défailli? Oh, oui, défailli. Et on a appelé... Ça, c'est tombé sans connaissance. Tombé sans connaissance. D'accord. Et on a évidemment contacté les services des médecins locaux là, qui ont encerclé l'endroit avec les services des policiers. On a donné les premiers soins à la dame en question. Et puis la pierre en question, de fil en aiguille, cette pierre-là, ce météorite, a été envoyée à l'université de Cardiff. En Angleterre, où là, il y a un scientifique, écoute, là, j'ai écrit son nom parce que un scientifique d'origine sri-lankaise. Vas-y par syllabe. Le nom est Chandra Wickramasinghe. Excellent. Chandra Wickramasinghe. Donc, c'est un professeur d'astronomie et de mathématiques appliquées à l'université de Cardiff. Et donc, lui, jusqu'à tout récemment, dirigeait également le centre d'astrobiologie de l'université de Cardiff. C'est à lui qu'on a envoyé la pierre pour qu'on procède aux premières analyses. Bon. Il faut d'abord te dire que le professeur Wickramasinghe est quand même connu dans les milieux parce qu'il est un partisan de la panspermie. La quoi? La panspermie. Tu veux dire? La panspermie, c'est une hypothèse qui voudrait que la vie sur Terre ne soit pas née de micro-organismes dans l'océan en suivant la mécanique de l'évolution telle que proposée par Darwin, mais que la vie sur Terre serait apparue parce qu'elle aurait été apportée de l'espace. Ah bon? Donc, il y a des milliards d'années, une météorite serait tombée sur Terre avec des micro-organismes. Ces micro-organismes auraient trouvé un environnement favorable à leur développement et la vie, comme ça, nous aurait serait née sur la Terre. Ce qui voudrait dire qu'on aurait un lien avec le cosmos puisque on serait né de micro-organismes extraterrestres. Donc, on viendrait pas des océans, on viendrait de l'espace. De l'espace. D'accord. Donc, voilà. Et donc, ce scientifique qui a reçu la fameuse pierre en question a commencé à faire des premières analyses microscopiques et évidemment, peut-être faut-il dire qu'il prêchait pour sa paroisse. Quoi qu'il en soit, il prétend avoir trouvé des traces fossiles de micro-organismes sur la fameuse météorite trouvée là en décembre au Sri Lanka. Et cet micro-organisme, parmi les fossiles de micro-organismes qui a été vu, observé sur cette pierre, on retrouve du diatom. Et le diatom, attention, c'est cet micro-organisme qui est à l'origine des algues qu'on retrouve dans les océans. Donc, évidemment, il fait le lien que cette météorite transportait des micro-organismes analogues à ceux qui seraient tombés sur Terre il y a des milliards d'années et qui auraient donné naissance aux formes de vie qui existent sur Terre. Donc, on viendrait des plantes. On viendrait des plantes, algues. mais à partir d'une météorite. Bon, évidemment, tout ça pour dire que
C'est pas la première fois qu'on nous annonce qu'une météorite contient des traces de micro-organismes fossiles extraterrestres. On se rappelle, là, il y a une vingtaine d'années, à l'époque, c'était sous le régime de Clinton, on avait eu toute une sorte de discours à propos d'une météorite de Mars sur laquelle on disait avoir trouvé des traces de micro-organismes. Et déjà, au moment où on se parle, les travaux de ce scientifique sri-lankais sont remis en question parce que beaucoup de chercheurs disent qu'on ne sait pas trop de quelle façon la pierre a été récupérée, quel était son milieu d'environnement, le milieu de l'environnement où on l'a récupérée, et il est possible qu'elle ait pu être contaminée par de l'eau, et qui dit il est possible que des micro-organismes aient contaminé le fameux météorite en question. Donc, je crois qu'il faudra attendre, si on espérait la preuve d'une vie extraterrestre dans le cœur de cette météorite, je pense qu'il faudra attendre un autre moment. Très bien. Donc, on n'a pas la réponse à la... Non. Grande question d'univers? Non. Parfait. Mais on parle... J'ai été inquiet. Oui, mais écoute, je vais te rassurer dans ton inquiétude. J'ai un cadeau pour toi. Ah bon? Je sais que tu es revenu là après une semaine de vacances, d'ailleurs. J'espère que ça a bien été. Oui, merci. Je te fais un cadeau cette semaine. Écoute, regarde ça. C'est des photographies de ton grand ami, le Chupacabra. Ah oui. Et il fait quoi, le Chupacabra? Merci. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il est bien laid. Hey, écoute, depuis... L'as-tu mis sur l'émission? Non, mais... Ah oui? Larry l'a mis. Excellent. Larry est vite. Écoute, depuis quelques jours, il y a ces fameuses photographies que tu vois qui circulent à vitesse grand V dans Internet, et ce sont des photographies qui montrent apparemment le corps momifié d'un bébé Chupacabra. Et là, évidemment... C'est dégueulasse. Il y a plusieurs histoires qui circulent sur l'origine de la créature en question. Je n'en doute pas. Et l'une d'entre elles voudrait que la créature ait été trouvée en 2007 lors de travaux de démolition d'une grange dans un petit village du Chiapas. Ça, c'est une province du Mexique. Oui. Et là, donc, en faisant ces travaux, on a trouvé sous le bâtiment ce corps un peu momifié de cette momie de cette créature. Bête. Oui, c'est ça. Avec des cornes, 5 cornes. Oui, Une derrière l'autre? Ben oui, absolument. Est-ce qu'on appelle ça autrement que des cornes? Non, c'est une crête de cornes sur la tête. Oui. Et là, on nous dit que... Des griffes? Ça fait quoi, le Chupacabra? Ça me fait peur. Ça, c'est Arrête. Tu me fais peur. Et on dit également que des analyses ont été faites sur la créature, des photographies au rayon X ont été prises, et également des tests ADN qui n'ont pas pu identifier la créature en question. Et comme tu peux le voir sur une des photographies, les clichés en question sont même... protégé par un droit d'auteur au nom du docteur Zek H. Ted. Monsieur Ted. Oui, alors évidemment, on se demande si tout ça est vrai. Et Benoît, je vais devoir dégonfler un petit peu ta balloune. Et oui, en fait, la créature est une chimère qui a été créée de façon tout à fait artificielle par un taxidermiste du nom d'ailleurs, qui se fait connaître sur l'Internet sous le nom de Dead Cheese. D'ailleurs, c'est Dead Cheese à l'envers fait Zek Ashted, le nom du médecin en question. Le taxidermiste, en fait, a réalisé ces dernières années toute une série de créatures un peu fantastiques en utilisant des parties de différents animaux qu'il a collées ensemble pour créer ces fameuses créatures fantastiques. Et on peut voir l'ensemble de ces créations sur un site Internet qui s'appelle DeviantArt. Dans le cas qui nous occupe, donc ce fameux Chupacabras, les créatures donc seraient un amalgame créé à partir d'un petit carnivore, peut-être un raton, et sur lequel on aurait placé des cornes, mais les cornes seraient en fait des griffes, probablement les griffes d'un grand canidé. On peut plus faire confiance à personne. Ah non, et faut surtout, se méfier tout le temps. Et tu vois, c'est un petit peu, on revient toujours en fait à cet argument lorsque l'on voit des choses sur Internet tout aussi spectaculaires ou intéressantes que cela peut paraître à prime abord. Il faut toujours se méfier parce que si on n'a pas la source, il n'y a pas une possibilité de remonter aux origines du document. Alors à ce moment-là, comme je le répète souvent, pas de source, pas d'origine, pas de crédibilité. C'est un petit peu la même chose. Donc ces photographies qui apparaissent comme ça d'un seul coup et qu'on nous dit voilà le Chupacabra, ce sont des belles photographies, c'est intéressant, mais je pense qu'il faudra repasser là aussi. Restons sceptiques. Restons sceptiques, absolument. Mais c'est assez impressionnant parce que ça a l'air d'une véritable bébite. Oui, c'est un travail de taxidermiste qui a été excessivement bien fait et la poudre aux yeux y est. Lorsqu'on voit cette créature-là, on a l'impression effectivement d'un petit fossile momifié d'un Chupacabra. Alors je reçois des courriels d'une grande déception.
Vraiment, là, d'une grande déception. Écoute, je reste à l'affût. Toute nouvelle sur le Chupacabra, évidemment, sera relayée ici sur les ondes du 98.5. C'est gentil. Mais pour l'instant, il faudra repasser. Ces photographies ne sont pas celles qu'on attendait. Ce sera ici Radio Chupacabra. Ouais, Radio. S'il y a une nouvelle sur le Chupacabra, c'est ici, vous l'aurez. Merci. Merci beaucoup. Je l'ai dit. D'accord, c'est dit. Le gouvernement canadien va enquêter sur quoi? Sur le homme de Windsor. Écoute, Benoît, tu te rappelles, l'an dernier, on a abondamment parlé, peut-être que c'était un peu dans l'air du temps. Il y avait cette menace apocalyptique de la fin du monde avec décembre 2012. Et là, soudain, au cours de l'année, on a entendu parler de toutes sortes de bruits mystérieux qui étaient enregistrés à gauche et à droite par toutes sortes de gens. Des bruits mystérieux que l'on disait être d'origine inconnue, comme si la Terre se manifestait, une sorte de cri d'alarme de la Terre, de Gaïa, pour reprendre un peu la théorie des occultistes et des ésotéristes. Quoi, c'est la Terre qui vibre? Bon, parce que eux considèrent, les occultistes et les ésotéristes voient souvent la Terre comme un être vivant. Ils lui ont d'ailleurs donné un nom, le nom de Gaïa. Et cette Terre-là, serait une sorte d'organisme vivant, doté d'une sorte de conscience. Et ces bruits mystérieux qu'on entendait ou qu'on a enregistrés au cours de l'an passé, seraient une sorte de plainte en raison du mauvais sort que l'on impose à la planète. On sait aujourd'hui que beaucoup de ces enregistrements étaient faux, fabriqués de toutes pièces, et dans d'autres cas, de très nombreux bruits ont réussi à être identifiés à l'utilisation de machinerie lourde ou de machines agricoles, ou encore en particulier des machines, tu sais, ces grandes machines avec des scies circulaires que l'on utilise pour faire le déboisement là, dans des forêts. Ouais. C'est gigantesque, ça crée une sorte de bruit de trompette, et dans bien des cas, c'était ce bruit-là qu'on pouvait entendre. Bruit de trompette. Oui, ça ressemble un peu à un bruit de trompette. Bon. Pas quand tu es juste à côté. Non, j'imagine, hein. Évidemment. Et là, le homme, c'est... Ouais, voilà. Et donc, on avait tous ces bruits-là. Et au nombre de ces bruits-là, je te dirais une très grande quantité d'entre eux ont été identifiés. Sauf l'un d'entre eux, le homme de Windsor. Et on en avait parlé aussi l'an dernier de cette histoire-là. Donc, à Windsor, en Ontario. Windsor, Ontario. Ici, là. Oui, absolument. Okay. Donc, des gens, depuis 2 ans, sont dérangés par ce bruit. C'est une sorte de vibration dans l'air qui est un peu ennuyante et qui, dans certains cas, devient tellement forte qu'elle fait vibrer les vitres et elle peut même faire tomber des objets qui sont sur des étagères. L'an dernier, dans une première vérification, on avait réussi à localiser à peu près l'endroit d'où venait ce bruit ou cette vibration, et on avait localisé, parce qu'il faut bien voir la situation géographique de Windsor. Il y a la rivière Rouge qui sépare Windsor de la ville de Détroit de l'autre côté, et de l'autre côté, une sorte de banlieue de Windsor s'appelle justement Rivière-Rouge, et il y a à Rivière-Rouge une île qui s'appelle l'île Zog. Et cet endroit-là, l'île Zog, qui est un endroit excessivement industrialisé. Il y a des chemins de fer. En fait, il y a des sortes de terminaux pour des chemins de fer qui arrivent là. C'est un endroit excessivement industrialisé. Et on dit que l'an dernier, lorsqu'on la première tentative, la première recherche pour essayer de localiser l'endroit, on avait identifié le Zog Island comme étant l'endroit d'où émanait ce fameux bruit, ce hum. Mais jusqu'à maintenant, lorsqu'on avait averti, on en avait parlé avec les autorités du Michigan, la petite communauté de Rivière-Rouge, on dit qu'ils n'avaient pas, eux, les sommes nécessaires pour investir et faire une recherche pour essayer de déterminer les origines de ce bruit mystérieux. Mais visiblement, le gouvernement canadien, qui lui est très très riche, a décidé de confier une bourse, l'éjaculation... Une bourse, donc? Une bourse à des chercheurs de l'université de Windsor pour déterminer la nature et l'origine de ce homme. Donc, à partir d'ici quelques jours, donc, ces sommes d'argent seront relayées à l'université de Windsor et on va faire donc, avec les deniers publics. C'est ce qui va arriver, hein? Il y en a un qui va arriver, il va tirer une prise de courant. Ouais. Puis l'appareil va arrêter de fonctionner, puis le homme va cesser. Oui, c'est ça. C'est juste, ça doit être une cafetière qui fait du bruit, ou tu sais. Quoi qu'il en soit, la bourse, c'est combien? On n'a pas en fait, l'annonce a été faite en début de semaine. En fait, c'est lundi dernier, lundi de cette semaine. C'est le secrétaire au ministère des Affaires étrangères, Bob Deckard, qui a annoncé que des sommes d'argent seraient allouées à des chercheurs de Windsor pour essayer de déterminer l'origine de ce homme, ce qui montre que le gouvernement canadien est très proche de ses citoyens. Oui. Mais évidemment, il n'a pas mentionné quelles seraient les sommes d'argent allouées pour ce type de recherche. Ils iront sur l'île Zog pour examiner le homme. Absolument. Donc, ça promet.
Ça, c'est quoi? C'est une séance de méditation? Yoga? On a besoin. Merci. On s'arrête un instant. On est avec... on a atteint le homme, là. Ah oui, je me sens vibrer. Et le chupacabra qui vibre. On revient après ceci. L'après-midi avec Benoît Dutrisac au 98.5. Bon, Christian Page, on revient sur les ovnis, mais là, c'est le président Barack Obama à qui on dit, peux-tu dire la vérité? Voilà, et ça ne vient pas de n'importe qui. On le sait que, de façon plus ou moins sporadique, des groupes, des associations de recherche sur les ovnis adressent à l'administration américaine des lettres, des pétitions pour forcer l'administration américaine à rendre publiques leurs soi-disant informations secrètes sur les ovnis. Mais voilà que là, cette situation-là ou cette demande-là vient d'un plus haut niveau. Donc, je te place un peu dans le contexte du 23 au 27 janvier dernier, se tenait à Davos, en Suisse, le Forum économique mondial. Bon, qu'est-ce que c'est que ce Forum économique mondial? C'est une fondation à but non lucratif dont le siège se trouve à Genève, en Suisse, et elle organise de façon annuelle, généralement en janvier, des réunions où des gens importants des quatre coins du monde sont invités à venir parler de problèmes économiques, environnementaux, sociaux, de manière à améliorer le sort du monde. Et parmi les invités cette année, il y avait nul autre que le président du gouvernement russe, Dmitri Medvedev. Et Medvedev, évidemment, a abordé les grandes questions de l'heure concernant le FEM, mais il est également allé de quelques déclarations un peu à côté de la plaque, si je puis dire, et ces déclarations-là concernaient notamment les extraterrestres. Ben voyons donc. Et oui, c'est un sommet économique, puis tu dis, on va parler des extraterrestres. Oui, mais faut dire que Medvedev en a surpris, en fait, ça a été une surprise à moitié, je dirais, parce qu'il s'est déjà prononcé sur la question des extraterrestres. Il avait déjà lancé à quelques reprises des déclarations plus ou moins vérifiables. En 2009, par exemple, il avait annoncé que le Vatican s'apprêtait à faire des révélations importantes concernant les visites d'extraterrestres. Il faut croire que depuis, le Vatican s'est ravisé parce qu'il n'y a pas eu ces fameuses déclarations. Mais là, Medvedev y est allé en disant que le temps des grandes révélations concernant les visites d'extraterrestres était venu et que le gouvernement de l'administration Obama avait tout intérêt à rendre publique cette information-là. Non, mais attends, la Russie, sauf erreur, c'est le plus grand pays au monde. Ouais. Et s'il y a eu des informations aux États-Unis sur les extraterrestres, il n'y en a pas en Russie? Et voilà, tu viens de toucher le point, là, parce que Medvedev, c'est exactement ce qu'il a dit, là. Mot à mot, il a dit, le gouvernement, l'administration américaine aurait tout intérêt à rendre publiques ces informations secrètes sur les ovnis, et si elle ne le fait pas, le Kremlin pourrait s'en charger à sa place, laissant donc supposer que le Kremlin est au courant des grands secrets américains concernant la question des ovnis et que là, évidemment, il envoie un peu ce coup de semence. Si l'administration Obama ne rend pas public éventuellement ces informations sur les ovnis, peut-être que Medvedev, qui faut-il le rappeler, quand même le président du gouvernement russe, pourrait demander à ce que ces informations-là coulent et soient rendues publiques. On le sait que, évidemment, ça repose sur quoi? On ne le sait pas. Quelles sont les sources de Medvedev? Évidemment, il n'en parle pas, mais inutile de te dire que déjà cette déclaration-là a été relayée à travers la presse internationale et pour les amateurs d'OVNI, en particulier les amateurs américains, cette déclaration-là déjà les fait fantasmer. Mais Medvedev, là, il n'y en a pas, lui, de l'information sur ce qui s'est passé sur son territoire? Ça, il n'a pas évoqué cette question-là. Il a parlé essentiellement de ce que les Américains détiendraient comme information concernant les ovnis. Mais oui, mais personne lui dit, comment il s'appelle, Dimitri? Ça tente pas de toi vérifier tes livres? Oui, absolument. Et si tu as quelque chose à dire, dis-le, puis les États-Unis vont décider par eux-mêmes. Ouais, mais c'est difficile. Pourquoi est-ce que Medvedev n'a pas évoqué cette question de l'Union soviétique? Et on le sait, la Russie a été jusqu'à maintenant assez avare d'informations concernant les ovnis et les extraterrestres. Ce sont souvent des informations qui sont invérifiables, des ballons lancés à gauche et à droite, récupérés dans la presse russe. Mais quand on commence à faire une investigation, on découvre que souvent ça s'écroule comme un château de cartes et que derrière ça, il y a rien de très solide. Et c'est toujours un peu la même situation lorsque l'on parle d'informations provenant du KGB ou de l'ancien
anciens KGB ou du Kremlin concernant les ovnis. Toujours une information excessivement fragile. Et Medvedev n'aborde pas cette question-là. Pour lui, il pointe le doigt directement du côté de l'administration américaine, mais semble-t-il, il semble à tout le moins laisser supposer, il laisse sous-entendre que le gouvernement russe détiendrait de l'information concernant les secrets américains par rapport aux ovnis. Et la dernière nouvelle de cette semaine, trouver l'arme du crime. Ben oui, Benoît, parce que ça, c'est pour te faire plaisir, pour souligner ton retour. Je sais que t'aimes on parle de mythes et de conspirations, mais je sais aussi que toutes les petites nouvelles un petit peu bizarres te font titiller. Ben, quand même. Écoute, et celle-là, elle est pas mal et elle s'inscrit bien dans notre conversation du jour. C'est le 12 janvier dernier, la police de Everett, dans l'État de Washington, a procédé à l'arrestation d'une femme, une certaine Donna Lange, une femme de 51 ans, et Madame Lange, crois-le ou non, est accusée, soupçonnée d'avoir utilisé son opulente poitrine du 40 DD pour étouffer son amant. Alors, je te rappelle les faits. Oui, je t'en prie. Le 12 janvier dernier, vers Vas-y minuit... dans le détail, Christian. Le 12 janvier dernier, vers minuit 45, les policiers d'Everett ont été appelés au domicile de Madame Lange, Oui. une roulotte située dans un parc. Une roulotte? Une roulotte. Par hasard. Ouais, le Airport Inn Trailer Park. Oh, c'est chic, ça. C'était chic, t'es sur ton départ. Ouais, oui. Donc, ils ont trouvé l'amant de la dame en question inconscient. L'homme a été conduit à l'hôpital où il a été prononcé mort à l'arrivée. Alors là, évidemment, il y a eu enquête et au gré de leur enquête, les policiers ont interrogé un témoin qui Christian. affirme Arrête, je fais pas... Ouais. qui affirme que Madame Lange, Oui. ils ont vu Madame Lange s'étendre sur son amant et avoir maintenu la tête de celui-ci contre ses glandes mammaires. Et ça, Contre ses quoi? Ses glandes mammaires. Et ça, C'est pas chic, ça. jusqu'à l'asphyxie. L'affaire est inhabituelle. I can breathe! I can breathe! Oh, faut dire que l'affaire est inhabituelle, mais pas unique. Hein? Je te rappelle qu'en 2010, au Royaume-Uni, une mère de 3 enfants dotée d'un impressionnant 40 LL. Wow! Oui, monsieur. Elle s'est trouvée dans une situation embarrassante lorsque durant ses ébats amoureux, son amant a cessé de s'agiter, le nez dans sa poitrine. Okay. Donc, en voyant le pauvre homme qui ne ok. respirait plus, elle a Ça contacté les services d'urgence Ouais, ok. qui ont réussi à ranimer l'amant. Parfait. Ah oui, il est pas mort, lui. Non, pas lui. Mais dans le cas de Madame Lange, évidemment, on parle d'un Pauvre geste délibéré, un homicide volontaire. Évidemment, moi, la question, je me demande, quand le procureur va dire, peut-on voir l'arme du crime? Oui, c'est ça, je l'attendais. Merci beaucoup. Merci, Christian Paul. Ça me fait Merci plaisir, à Benoît. Larry, à Maryse et à Alexandra. Je vais aller me coucher. À demain midi. Au revoir.